ma chaîne, je m'appelle Marjorie, Margie Books. Sur cette chaîne vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur le sujet des livres en général, de la lecture, de la littérature, etc. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts parce que je me contente pas d'un seul genre de lecture. Donc surtout n'hésitez pas à venir voir les autres vidéos qui sortiront prochainement si vous êtes intéressés un petit peu partout. Pour commencer, je vais vous parler du conte qui me suit depuis toujours. C'est Peter Pan de J.M. Barrie. Ici je l'ai aux éditions Librio, vous savez c'est les petites éditions scolaires. Donc avec un dossier et tout à la fin, mais là c'est la version intégrale. Pour ceux qui ne connaissent pas le conte, qui ne connaissent pas les grandes lignes du conte, je vais vous faire un rapide résumé histoire que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. Et pour ce faire, je vais vous lire directement le résumé qui se trouve sur la 4e de couverture. Comme ça, on ne se perd pas et on est sûr d'avoir tous le même résumé. Dans la nuit londonienne, un enfant parti à la recherche de son ombre vient réveiller Wendy et ses 2 frères. Qui est-il et d'où vient-il ce garçon vêtu de feuilles qui ne connaît pas son âge et ignore ce qu'est un baiser? Intrigués par Peter Pan et la fée Clochette qui l'accompagne, les 3 enfants les suivent au pays de l'imaginaire sur une île merveilleuse où les enfants perdus, le capitaine Crochet et de nombreuses aventures les attendent. Mais peut-on se réfugier dans l'imaginaire pour toujours et refuser de devenir adulte? Donc pour mon avis maintenant, cette histoire, Peter Pan, a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, notamment avec les nombreuses adaptations cinématographiques qu'il y a pu avoir, que ce soit par Disney, que ce soit celle de 2003 ou des autres années. Ici vous découvrez donc le conte originel, notamment avec le personnage de Peter Pan, qui est en réalité bien plus sombre que ce que Disney par exemple a pu nous faire croire. Alors je trouve que c'est un très beau récit sur l'enfance, sur le merveilleux, sur le rêve, mais ça traite aussi de sujets un peu plus graves comme la mort, comme le deuil, comme la vieillesse, le temps qui passe. Donc oui, ça traite beaucoup du passage à l'âge adulte qui peut effrayer, qui peut faire peur, et qui peut un petit peu déstabiliser les enfants qui doivent grandir, qui n'ont pas le choix que de grandir. Donc je ne peux que vous conseiller la lecture de ce conte, rien que du conte originel déjà, puisque il est tellement complexe et tellement varié que on peut totalement avoir 1001 façons de le lire, 1001 façons de le comprendre. Chacun le lit un petit peu à sa manière. Moi ça fait donc plusieurs fois que je le lis et plusieurs fois que je comprends des choses différentes en fonction de ce que je suis en train de vivre sur le moment. Mais aussi parce qu'il peut se lire à tout âge. Vraiment en lisant enfant on voit le merveilleux et plus on grandit plus on voit les questions peut-être un peu plus complexes du temps qui passe, etc. Qui font bien réfléchir, je vais pas vous mentir. On va maintenant pouvoir passer au second livre de cette pile qui est, je m'excuse, pas très original. beaucoup de monde va l'avoir dans ses livres préférés, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Le premier tome de la saga Harry Potter. Ici j'ai la version de 2007, donc elle commence à dater un petit peu, de chez Gallimard Jeunesse, la collection Folio Junior. Me demandez pas pourquoi le titre est effacé, j'en ai absolument aucune idée, je sais que je l'avais récupéré en occasion, et donc je ne me souviens plus si le titre a vraiment apparu un jour ici, parce qu'il me semble que sur cette édition il est un petit peu en relief, donc soit il s'est effacé, soit il a jamais été imprimé, je sais pas trop. Mais bon, on va dire que c'est normal. Bon, comme pour Peter Pan, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, mais je vais quand même vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore Harry Potter. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui l'entoure? Et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom? Donc ce n'est pas vraiment une surprise que ce roman soit parmi mes romans favoris de tous les temps, puisque j'ai actuellement 20 ans, donc je fais partie de cette génération qui a encore grandi avec les Harry Potter. J'ai surtout vu les films lorsque j'étais très jeune, mais je sais avoir lu aussi du coup le premier tome quand j'étais jeune, même si les suivants je les ai lus un peu plus tard. Donc c'est une saga de 7 tomes où on suit le jeune Harry à travers toutes ses aventures, et on le suit surtout, ce qui me plaît le plus moi actuellement, c'est qu'on suit surtout ce petit héros à travers sa vie en fait, vraiment sa vie, toutes ces années d'école. Si vous aimez la magie, le merveilleux, être émerveillé en lisant, c'est vraiment le livre parfait avec tout ce qu'il faut de suspense, tout ce qu'il faut d'aventure.
tout ce qu'il faut, d'humour, de rigolade, de famille. On change un petit peu d'ambiance maintenant avec Journal d'un vampire de L.J. Smith, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai découvert cette saga qui fait 11 tomes si je me trompe pas, durant mon début d'adolescence. Vous devez sûrement connaître la série inspirée de cette saga de romans, qui est la série des Vampire Diaries, qui a ensuite donné lieu à la série The Originals et The Legacies, il me semble. Désolée pour mon accent, il est vraiment atroce. Et donc ici j'ai le tome 1, Journal d'un vampire, où on va suivre l'histoire d'Elena, une jeune fille à qui il va arriver quelques bricoles. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Dès l'arrivée de Stephen Salvatore à Falls Church, Elena, la reine du lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a transformé en vampire avant de le trahir avec son frère ennemi, Démon. Des événements tragiques se succèdent bientôt. Tout accuse Stephen, mais Elena est convaincue de son innocence. Donc je n'ai pas lu tous les tomes, il me semble. Je crois que je me suis arrêtée aux alentours du 5e ou du 6e tome, donc c'est à peine la moitié. Mais je sais que cette saga m'a quand même beaucoup marquée, parce que c'est une des premières séries de livres où je voulais absolument connaître la suite, et qui me tenait vraiment en haleine entre chaque tome et pendant tous les tomes. Donc pour ceux qui ont vu la série inspirée donc de Journal d'un vampire, donc de Vampire Diaries, je peux que vous conseiller de lire la saga qui l'a inspirée, puisque vous allez pouvoir retrouver les personnages, pouvoir retrouver l'univers. On reste, pour les autres qui n'ont pas vu la série, sur de la littérature adolescente, je dirais 13-14 ans c'est bien, voire même 12 ans, allez, parce que ça fait quand même un peu peur, on va pas se mentir. Avec voilà, le célèbre triangle amoureux, avec voilà, un peu les stéréotypes de personnages, mais c'est tout de même assez sympa à découvrir. Donc pour poursuivre cette vidéo, je vais vous parler de la première grosse saga de romance réaliste que j'ai lue. Donc c'est la série des Did I Mention I Love You de Estelle Mascame, et ici publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ici vous avez le tome 1, j'ai aussi le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui lui reprend le tome 1 mais du point de vue du personnage masculin avec des flashbacks notamment sur son enfance. Donc j'ai commencé cette série de romans à mes 14 ans, il me semble, et elle m'a suivi un petit moment jusqu'au dernier tome. Donc ça a été vraiment ma petite romance coup de cœur où vraiment j'étais fan des personnages et j'ai adoré, voilà. C'est très mignon, très romantique, très jeune, très solaire, puisque ça se passe en plein été en plus, donc c'est vraiment très solaire, on a l'impression d'être en été avec les personnages. Attention tout de même pour les plus jeunes, certaines scènes contiennent des passages de sexe, donc on ne lit pas ça à 11 ans par exemple. Moi je vous conseille d'attendre plutôt les 13-14 ans minimum. C'est pas très explicite non plus, mais il peut avoir des termes ou des choses qui peuvent choquer les plus jeunes qui ne connaissent pas encore ces sujets-là, donc attention à vous quand même, hein. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup marqué, j'aime énormément le personnage de Eden et le personnage de Tyler, donc les deux personnages principaux. Mais j'ai pas dit le résumé. Bah, je vais le dire maintenant, ça vous va? Donc le résumé est le suivant. Eden, 16 ans, va passer son été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica, en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. J'aime beaucoup les personnages de Eden et Tyler, qui sont peut-être un petit peu clichés, mais qui sont mignons, qui sont jeunes, qui ont vécu des trucs pas cool, mais qui essaient de s'en sortir et qui grandissent tout simplement. Pour ce 5e livre, je vais vous parler d'un roman un petit peu moins connu, ou en tout cas que j'ai un peu moins vu sur les réseaux sociaux. Il s'agit de L'Enfant Pan de Arnaud Druel, publié aux éditions Gulf Stream Éditeur dans la collection Echo. Donc ici, comme son titre l'indique, on est sur une réécriture un petit peu du mythe de Peter Pan. Londres, 1881. Après son passage devant le juge, Peter Hodgson est placé à l'Oiseau Blanc, école privée pour garçons.
Malgré toute la bonne volonté du directeur, Peter ne se sent pas à sa place. Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il décide de fuir. Deux étranges petites fées surgissent et le convainquent de rejoindre un certain Egon au pays de nulle part. Sur cette île, tout est possible. Avec son nouvel ami, Peter apprend à voler grâce à de la poussière d'étoiles, nage avec des néréides dans des lagunes turquoises et sillonne la montagne à dos de centaure. Pourtant, l'équilibre de ce monde merveilleux ne tient qu'à un fil que le terrible capitaine du Jolly Roger n'hésitera pas à trancher de son sabre. Le pirate n'a qu'une obsession, faire couler le sang du Pan. Donc ce livre, c'est vraiment une pépite. C'est un de mes plus gros coups de cœur parmi tous les coups de cœur que je vous ai présentés. La preuve, j'ai 46 post-it à l'intérieur. Donc le récit ici dépeint les origines du conte, l'origine de Peter Pan avant qu'il devienne Peter Pan. Et il faut le dire, j'ai été agréablement surprise par la complexité du monde et des personnages qui sont à l'intérieur, même si c'est un tout petit livre, un livre assez fin. Toute l'histoire est ficelée du début à la fin pour nous emmener au pays de nulle part. On se sent vraiment à l'intérieur et on n'a même qu'une envie, c'est d'y aller. Si vous aimez ici aussi la magie, le rêve, être propulsé dans une autre réalité qui garde quand même en tête la nôtre, ce livre est vraiment fait pour vous, je ne peux que vous le conseiller. On passe maintenant à des livres que j'ai lus un petit peu plus récemment, avec ici L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Ce livre a notamment remporté le prix Vendredi 2017 qui récompense la littérature adolescente, même si j'ai vu aussi l'autre jour en librairie que ce roman est sorti aussi en version adulte, en littérature adulte. Dans cette histoire, on suit une mère et sa fille qui vont passer toute une nuit à discuter, donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Ce soir, Nin, 16 ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille pour une destination inconnue, une cabane isolée au bord d'un lac. Il est temps de lui raconter l'existence d'un passé qu'elle lui a soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de révélations et quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Il s'agit d'une aventure familiale basée sur la relation d'une mère à sa fille et à sa propre mère. Ce récit est entremêlé de moments de vie de Rosemée, une femme forte, un personnage surprenant, dur, voire méchant par moments, mais la grand-mère de Nin. La famille, ça a toujours été une notion très importante dans ma vie. Ma famille, c'est mon pilier, je peux pas vivre sans. Donc, un récit sur la famille m'a forcément bouleversée. Le récit dure toute une nuit et j'ai dû le lire en peut-être une journée ou quelque chose comme ça, tellement que le récit m'a pris aux tripes. Alors que pourtant, la plume est assez descriptive. Et donc, on n'a pas énormément de suspense ou de grands événements qui se passent. Donc voilà, ce livre, il est parfait pour ceux qui aiment les récits de vie, qui aiment les personnages, surtout quand ils sont attachants, qui sont particuliers, qui sont différents, qui sont réalistes et qui sont vraiment très poétiques et beaux. On va passer à notre 7e livre, on avance, qui cette fois-ci est en littérature adulte. C'est Le Silence des Vaincus de Pat Barker, j'espère le prononcer correctement, publié aux éditions J'ai lu. J'ai tout de suite senti la différence en passant donc sur ce livre en littérature adulte, puisque la plume était beaucoup plus complexe, beaucoup plus descriptive aussi, donc il fallait quand même un bon moment avant de rentrer dans l'histoire. Le roman traite particulièrement de la période de la guerre de Troie, avec par exemple le personnage mythologique de Achille à l'intérieur et beaucoup de références mythologiques aux dieux, déesses, etc. Alors je vais vous lire le résumé. Cette fois-ci il est assez compliqué donc je vais vraiment vous le lire en direct parce que là il est vraiment compliqué. En quelques heures, la belle Briséis, reine de Lyrnessos, a vu sa vie s'effondrer en même temps que les murs de sa cité sous les assauts des Grecs. Son mari et ses frères ont été massacrés. Elle est devenue l'esclave, le trophée parmi tant d'autres, de l'homme qui l'a conquise, le divin Achille, dont les générations futures chanteront encore les exploits. Briséis doit alors choisir, se laisser mourir ou survivre et raconter son histoire. L'histoire de la femme qui a fait basculer la guerre de Troie. Avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes rendues muettes par l'histoire qui s'élèvent. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes des guerriers. Avec une précision remarquable et un style époustouflant,
Pat Barker fait naître sous nos yeux une Iliade féminine magistrale. On assiste donc à une Iliade du point de vue de la femme, violente, dure, mais terriblement essentielle. On apprend dans ce livre la place de la femme durant ces conflits armés qui étaient souvent celle de ne rien dire et de tout subir. Elles ont pourtant connu le pire, elles ont connu le viol, la maladie, la violence, la mort. Donc je ne vais pas vous mentir, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce livre. Certaines scènes sont extrêmement réalistes et l'écriture nous plonge totalement dans ce qui a pu se passer. J'ai aussi énormément apprécié la véracité des propos de Briseis qui me semblait très vrai, qui me semblait très dur aussi, assez pessimiste et pourtant c'est normal de penser comme ça lorsqu'on vit ce qu'elle a vécu. De nombreux personnages féminins, donc autres que Briseis, prennent aussi le devant de la scène et ça fait du bien en littérature d'en voir de plus en plus, surtout sur des épisodes comme celui-ci, où ce sont les histoires des hommes que l'on raconte. Donc voilà, bon ça c'est mon côté féministe qui parle, mais je trouve que ça serait vraiment à mettre dans toutes les mains. J'ai donc vraiment énormément apprécié cette lecture qui m'a appris énormément de choses. Dans ce roman, vous retrouvez donc du féminisme, avec des femmes puissantes, fortes, qui ont été réduites au silence. Tout cela entremêlé à de la mythologie grecque absolument fascinante et décrite de manière vraiment incroyable par l'autrice. On passe maintenant à notre avant-dernier livre, on y est presque. J'espère que le soleil ne va pas se coucher d'ici là parce que ça commence à baisser un petit peu la luminosité, là ça m'inquiète un peu. Cette fois-ci vous parlez de Vampiria, la cour des ténèbres, écrit par Victor Dixon et publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Pour l'instant il s'agit d'une saga de 3 tomes. Il y a aussi des produits dérivés, notamment un tarot il me semble, et des BD aussi qui commencent à sortir sur ce même univers. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Déjà, vous pouvez voir que c'est un contexte super original que j'avais jamais vu et pour vous dire, c'était vraiment incroyable. Victor Dixon, je sais pas si vous le connaissez un petit peu, c'est l'auteur de la saga Phobos, mais aussi du roman Cogito il me semble, et sûrement d'autres romans dont je n'ai plus le titre. Les vampires à l'intérieur, ça fait plaisir de retrouver des vampires, sont fascinants, sont effrayants. Il y a toute une atmosphère autour d'eux qui sont mystérieux aussi, et donc qu'on veut en savoir plus. Le personnage de Jeanne, donc la jeune roturière qui arrive à Versailles, est très intéressant. C'est un de mes personnages féminins préférés, puisque c'est une femme forte, c'est une femme intelligente, et c'est surtout une femme qui ne fait pas forcément toujours les bons choix, qui n'est pas forcément toujours gentille, qui se bat pour ce qu'elle pense juste, pour ce qui est juste pour elle, et qui est prête à tout, vraiment tout, pour avoir ce qu'elle veut. Le nombre de retournements de situation dans ce livre est hallucinant. J'ai cru que j'allais faire 15 syncopes. Alors je n'ai pas encore lu les 2 autres tomes, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment, ce roman est génial. Vraiment, quand je l'ai lu, je pourrais le relire 15 fois. Je l'ai déjà relu une fois, mais je pourrais vraiment le relire encore 15 fois, que je pense qu'il ne me lasserait pas. Et enfin, le dernier livre de cette sélection, qui est un coup de cœur monumental, qui est mon coup de cœur de l'année, je pense, c'est Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Vous pouvez voir notamment avec tous ces post-it que ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc il s'agit de la préquelle du livre Et ils meurent tous les deux à la fin du même auteur. Ne cherchez pas à comprendre comment nous savons que vous allez mourir, concentrez-vous plutôt sur votre manière de mener à bien votre existence. New York, la veille de la mise en fonction de Deathcast,
Orion Pagan vit dans la crainte de mourir. Il s'est inscrit à Deathcast pour cesser d'avoir peur. Valentino Prince vient juste de s'installer à New York, prêt à mordre la vie à pleines dents. Lorsque Orion et Valentino se croisent à Times Square, c'est le coup de foudre. Mais les premiers appels de Deathcast commencent à tomber, bouleversant leur vie. L'un a reçu l'appel, l'autre pas. Voilà, donc déjà on est dans un bon univers assez joyeux, donc qui parle de la mort. Que ce soit les deux romans, j'adore la plume de Adam Silvera. Il faut que je lise d'autres de ses romans parce que je suis vraiment fan de sa plume. On est donc dans une réalité alternative à la nôtre où une application a été mise en service pour prévenir les gens de leur jour final, le jour où ils vont décéder. Donc ce roman m'a vraiment bouleversée. J'ai encore une vidéo que j'ai envoyée à ma meilleure amie de moi en train de pleurer toutes les larmes de mon corps pendant les 50 dernières pages. Orion et Valentino sont vraiment des personnages extrêmement attachants, que j'apprécie énormément, qui sont beaux, qui sont réalistes et qui donnent foi, qui redonnent foi en l'amour et en la vie surtout en la vie. Je crois que j'ai vraiment dû annoter et coller des post-it, écrire dans ce livre sur 56 pages tellement qu'il y a de belles citations à l'intérieur. Vraiment, ouais, c'est un peu... Il y a beaucoup de post-it, quoi. Donc désolé, hein, les puristes des livres, vous allez m'en vouloir, mais oui, j'écris dans mes livres. Ne me tapez pas dessus, s'il vous plaît. Il s'agit donc de la fin de cette vidéo sur mes 9 livres préférés de tous les temps. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai donné peut-être envie de découvrir ces livres. Je vous les remontre. Un petit coup si j'arrive à pas tous les faire tomber. Wouhou! Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus et votre avis dessus. Si jamais vous souhaitez retrouver ces livres, je vous mets les liens en description de chacun sur Babelio, comme ça vous pourrez choisir comment vous les procurer. Je vous mets aussi les liens pour rejoindre mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis assez présente. Ce serait un véritable soutien pour cette chaîne et pour ma personne, donc je vous remercie d'avance. Je vous remercie d'être resté au bout de cette longue vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne Margie Books.